Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Nous avons fait venir des millions et des millions de gens qui venaient d'une civilisation étrangère. Pas vous. J'ai dit vous et les élites françaises depuis 40 ans. Mais non, le regroupement familial qui déclenche je ne sais quelle histoire chez vous, c'est M. Giscard d'Estaing qui l'a fait. Les millions de gens qui sont venus, c'est les patrons qui les ont fait venir pour concurrencer les travailleurs en France, pour reconstruire le pays. Les patrons, c'était dans les années 60-70. Nous avons, en vérité, donné les droits de régler la politique d'immigration de la France aux immigrés. C'est-à-dire que nous avons accumulé des droits pour eux, et ce sont eux qui choisissent qui vient, qui ne vient pas. Ce sont eux qui choisissent qui vient, le fils, la fille, la mère, le père, le cousin, la femme, etc. Eh oui, ce sont des êtres humains qui ont des familles. On devrait trouver 6 millions de personnes de plus en France, sur les 10 ans. Il n'y en a que 2 millions. Ce qui signifie la chose suivante, c'est qu'une très grande partie des gens qui viennent repartent, notamment le tiers d'entre eux qui sont des étudiants. C'est faux, monsieur. Et ces étudiants, je vais vous dire une chose, je suis content qu'ils viennent apprendre en France et qu'ils créent avec la France un lien intellectuel qui va fortifier dans le temps la relation qu'on a avec leur pays d'origine. Donc je suis pour que la France soit un pays où l'on peut venir étudier, et je dénonce la politique de M. Macron qui a consisté à augmenter les prix d'inscription pour en chasser les gens. La religion est une affaire privée. Ce que nous avons en commun, c'est la cité. Et aujourd'hui, personne ne conteste que la loi de la cité s'impose à tout le monde. Alors il y en a qui la violent. Mais pour autant, personne ne dit « la loi n'existe pas ». Ce n'est pas vrai. Vous mentez, vous faites peur pour rien. L'assimilation, c'est, comme disait le grand historien Brodel, ce qui a permis l'intégration sans douleur. L'assimilation, ça veut dire faire sienne l'histoire de France, la culture française, les mœurs françaises. Ça veut dire devenir français, s'habiller comme les Français, donner un prénom français à ses enfants. Ça, monsieur Mélenchon, c'est s'assimiler. Et maintenant, quand vous parlez de l'islam, et vous nous dites, la religion, c'est dans le privé. Et la politique, c'est la loi de la cité. Vous nous la baillez belle, monsieur Mélenchon. Parce que justement, ce que vous venez de dire, c'est la France, c'est la République et c'est la laïcité. Et c'est exactement le contraire de l'islam. L'islam est une religion politique par essence. L'islam ne s'occupe pas de l'intériorité des fidèles, mais s'occupe des normes sociales et politiques. L'islam est une religion qui est un code civil, qui concurrence le code civil. Les musulmans, qui peuvent effectivement s'approprier la conception française de la religion, c'est-à-dire ne considérer que leur religion est de l'ordre du privé, ont toute leur place en France. Ils sont des citoyens français comme vous et moi. L'assimilation, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la créolisation. Et on passe par des étapes. Il y a d'abord l'intégration de ceux qui arrivent. Si elle est réussie, la créolisation va se faire plus vite. C'est-à-dire, si on parle par exemple tous la même langue, si les enfants sont correctement éduqués, si on a pris en charge l'accueil des primo-arrivants. La France y gagne. Elle y gagne des jeunes Français qui viennent avec une culture, des idées et plein de choses de cette nature. Ça, c'est le premier point. Et puis, comme ça se fait, à la fin, se produit une intégration. Je suis donc pour la dissolution des BAC, qui regroupent 7000 policiers alors qu'il n'y en a que 5000 pour la police judiciaire. Je suis pour la dissolution des braves, qui sont des motos qui circulent avec quelqu'un qui tape sur les gens derrière. C'est une deuxième interdiction. Je ne veux plus des flashballs, des grenades et de la possibilité de tirer dans la figure des gens. La violence n'est pas le fait de pauvres. On sait d'où elle vient. On sait exactement qui est en prison. On sait qui n'est pas en prison. Non. Il y a eu un rapport en 2020 donné à la police et à la gendarmerie sur la liste des bandes délinquantes. À part les Corses de Marseille, il n'y a pas un nom français. Je suis partisan d'une police de proximité. Je suis partisan du fait que les policiers soient mieux formés. Je suis partisan du fait qu'on casse la racine même du caïda, c'est-à-dire le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains. Je pense que nous éviterons la guerre civile que si nous prenons des mesures drastiques, par exemple
expulsion des étrangers des prisons, par exemple, déchéance de nationalité de tous les binationaux qui font des crimes et délits, pour en plus après les expulser. Souvenez-vous que pour la naturalisation, il y a des critères d'assimilation. Malheureusement, on ne les applique plus. On ne les respecte plus. Et moi, j'ai été contre ce qu'on appelait la burqa, le voile. J'étais pour qu'on interdise ça, bien sûr, parce qu'il y a un droit à dévisager. Mais pour autant, je ne suis pas d'accord pour aller faire, comme vous le proposez, la police détenue des femmes. On se demande aussi si nous sommes face à un risque de déclassement sur la scène internationale. Il y a un exemple dans l'actualité, c'est la crise des sous-marins. Comment vous réagiriez si vous étiez l'un et l'autre président? Est-ce qu'il aurait fallu, par exemple, sortir de l'OTAN, Jean-Luc Mélenchon? Moi, c'est ma position constante. Je pense que nous n'avons rien à faire dans cette alliance militaire. Nous savons faire les fusées, nous savons faire les satellites. Eh bien, ça aussi, je propose que dans le cadre de la francophonie des peuples, tous ceux qui veulent participer avec nous à cet immense travail, eh bien, ils y viennent. Et la francophonie peut être un espace de créolisation et donc de puissance collective pour tous ceux qui parlent cette langue. La langue française n'appartient pas aux Français, elle appartient à ceux qui la parlent, c'est-à-dire à 29 pays qui l'ont comme langue officielle. Voilà ce qu'est pour moi la puissance, voilà ce qu'est pour moi l'autorité. Je finis d'un mot. Les Français doivent être les premiers à promouvoir des traités et des accords internationaux sur des domaines où il n'y a pas de loi. Par exemple, les grands fonds ne font l'objet d'aucune loi. Que nous soyons les premiers à le proposer. Que nous soyons les premiers à proposer de revenir à l'idée de démilitarisation de l'espace. Que nous soyons les premiers à proposer le tribunal climatique à la suite des Boliviens. Que nous soyons les premiers à proposer un traité international de non-prolifération des énergies carbonées. J'aurais dit la même chose, je dis ça depuis des années aussi. Je pense que l'OTAN aurait dû se dissoudre en 1990 quand l'URSS a disparu. Nous devrions au contraire développer encore plus qu'elle n'est notre industrie militaire, accroître notre budget militaire et effectivement rechercher des alliances nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'on renonce aux alliances avec les Américains, avec les Anglais, avec les Allemands, mais ça veut dire par exemple tendre la main aux Russes et nous rapprocher des Russes et par exemple pour donner, pour faire un geste, renoncer aux sanctions qui sont absolument iniques et complètement contre-productives. Nonobstant la crise Covid, les principales fortunes des milliardaires du pays ont augmenté de 30% pendant la crise. Les inégalités se creusent entre ceux qui ont le plus et un ruissellement vers le haut est organisé. C'est le moment d'organiser un partage, une répartition. Comment la faire? D'abord, en augmentant les moyens de vivre, donc le salaire. Quand on augmente le SMIC, on augmente mécaniquement et assez rapidement tous les autres salaires. Il faut le faire pour des raisons sociales et pour des raisons écologiques. Pourquoi? Parce que les gens qui gagnent mieux leur vie peuvent trier avec plus de soin ce qu'ils vont acheter, notamment dans le domaine alimentaire, au moment où nous sommes victimes d'une épidémie d'obésité et d'une épidémie de diabète. Partager le temps de travail. Si on partage le temps de travail, on travaillera tous et on travaillera mieux, comme le montraient toutes les expériences de réduction du temps de travail. Réduire le temps de travail, ça veut dire dans la semaine, ça veut dire dans l'année et ça veut dire dans la vie. C'est la raison pour laquelle je défends la thèse de la retraite à 60 ans. Ceux qui ont augmenté l'âge de la retraite et qui veulent l'augmenter encore, comme c'est le cas de M. Zemmour, c'est-à-dire faire partir les gens à 64, 65 ans, ou pour les plus audacieux, ils parlent même de 68 ans. Ce qu'ils font naturellement, c'est qu'ils empêchent la jeune génération de venir à la relève de l'ancienne. L'ancienne est laissée dans le chômage les 3/4 du temps, tant et si bien que ce qui aura été économisé sur les retraites est payé en chômage, est payé en maladies supplémentaires, etc., etc. Je suis partisan du blocage d'un certain nombre de prix de première nécessité. L'alimentation, l'énergie, l'eau. Monsieur Mélenchon dit « les inégalités se sont accrues ». Se sont accrues dans le monde. Vous avez raison, monsieur Mélenchon, aux États-Unis, en Angleterre. Mais en France, quand on vient calculer après la redistribution, après les charges sociales, après les impôts, après la redistribution de toutes les aides, on n'est que 1 à 3 entre les revenus les plus élevés et les revenus les plus bas. C'est très raisonnable. On a un des coefficients de Gini, comme on dit, un des plus faibles du monde occidental. Donc en vérité, notre problème n'est pas
les inégalités, notre problème, c'est la baisse de la production française, c'est la baisse de l'accroissement de la richesse française. Et pourquoi? Parce que notre modèle social est obèse. Mais vos idées, votre préconisation, il faut qu'on avance. Oui, votre pourquoi notre modèle social est obèse? Parce qu'il a renoncé à ces deux principes. Le premier, qui est de lier les contributions au travail. Nous avons de plus en plus de prestations sociales qui ne dépendent pas du travail, mais qui dépendent de l'assistanat. Et deuxièmement, nous sommes sortis d'un modèle de solidarité nationale, je dis bien nationale, à un modèle de solidarité universelle. Nous ouvrons nos hôpitaux, nous ouvrons notre sécurité sociale au monde entier qui vient se faire soigner ici, qui vient toucher des allocations familiales, etc. On le paye en dette qui explose et on le paye en charges sociales énormes. On laisse Jean-Luc Mélenchon vous répondre. J'ai fini. Et les charges sociales poussent les entreprises à délocaliser et donc on perd encore en emploi. Et en plus, je ne vais pas revenir sur l'immigration, mais nous avons de plus en plus une immigration sans travail qui pèse énormément sur nos comptes. Et donc, les préconisations que vous m'avez demandé, Oui. il faut absolument réduire ces charges sociales, il faut réduire les impôts, il faut supprimer les impôts de production, il faut réduire les charges sociales, parce qu'il faut, à partir d'aujourd'hui, il faudrait que la solidarité nationale soit de nouveau nationale et que nous ne donnions plus les allocations logement, les allocations familiales, le RSA aux étrangers. Nous devons le limiter aux Français. Et je suis partisan d'installer un protectionnisme écologique, c'est-à-dire qui va dire tout ce qui est produit dans des conditions inacceptables par la France. Par exemple, des produits pourris au glyphosate. Ça ne rentre plus en France et donc les paysans français sont appelés à produire en remplacement ce qui rentre. 50% de nos approvisionnements en fruits et légumes viennent de l'extérieur. Pourquoi cette folie? Pourquoi va-t-on produire du maïs qui sert à élever des vaches à l'autre bout du monde? Tout ça ne sert à rien pour notre pays. Nous avons besoin de la souveraineté alimentaire. Je prends l'exemple de l'alimentation parce que c'est quand même le point de départ de toutes les sociétés. Nous avons besoin de cette souveraineté alimentaire. Alors, pour englober mon propos dans une vision d'ensemble, j'ai parlé du protectionnisme écologique. Nous désobéirons, si je préside, nous désobéirons à tous les règlements qui nous obligeraient à supporter ce qui nous détruit. Et voyez-vous, monsieur Zemmour, ça ne coûte jamais trop cher, le service public, parce que c'est ce qui permet l'égalité réelle des Français. Quant aux immigrés, votre marotte, sachez que leur consommation de prestations sociales, elle existe et elle est en relation avec leur propre contribution au travail du pays. Mais ce qu'ils consomment est moins important que ce qu'ils donnent eux-mêmes en cotisation. Et ça fait une différence de 3 milliards. On devrait féliciter notre pays tous les jours, car nous sommes le pays qui émettons le moins de CO2, parce que nous avons un mix, comme on dit aujourd'hui, électrique, qui repose à 75% sur le nucléaire. Si on rajoute l'hydraulique, ça fait 85%, qui n'émet absolument pas de CO2. Nous devons sortir du nucléaire. 4 centrales sur 10 n'ont pas pu fonctionner cette année à cause des sécheresses et des trop grandes chaleurs. Les dangers qui sont contenus, personne ne sait les maîtriser à cette étape. C'est la raison pour laquelle il faut déployer d'autres moyens. L'hydroélectrique, donc ne pas privatiser les barrages et augmenter les coûts. Je suis d'accord là-dessus avec vous. Deuxièmement, non au grand recarénage des centrales nucléaires. Il y en a pour 150 milliards pour les recaréner et les faire passer de 40 ans de durée d'existence à 60 ans, ce qui augmente les dangers. C'est le montant des subventions qu'on a versées aux éoliennes. Écoutez, c'est le moment où l'on peut, par exemple, se poser la question d'un redéploiement général des hydroliennes. Mais les hydroliennes, autrefois, ça s'appelait des moulins. Il y en avait partout en France. Il y en avait des milliers qui fournissaient de l'énergie. C'est une des sources. Il y a l'énergie géothermique. Et il y a surtout, monsieur Zemmour, vous et quelques autres, la sobriété dans la consommation énergétique. Consommer moins d'énergie, moins de gaspillage. Le fait est que nous sommes enfermés dans des traités européens qui font que ceux qui gouvernent n'ont plus aucune marge. C'est pourquoi moi je veux sortir de ces traités. Et qu'en tout cas, je Vous dis voulez sortir des traités ? Écoutez, quoi qu'il y ait dans ces traités, je réagis. si les Français votent pour mon programme, supposez que je devienne le président de la République, je prends l'engagement absolu que le programme sera appliqué d'un bout à l'autre. Et quand ça ne correspond pas au traité européen, je ferai opt-out, comme on dit, c'est-à-dire la règle ne s'appliquera pas à la France. Le peuple et l'Europe
le rapport qu'il faut rétablir, c'est l'impératif démocratique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le système dans lequel nous vivons, est-ce que vous êtes conscient de son aberration? Les Français ont le nez dessus, alors on finit par oublier. Ce pays est gouverné par un homme tout seul. Il n'y a plus de gouvernement. Il se réunit dans son conseil de défense. Le Premier ministre, qui d'après l'article 20 de la Constitution, dirige et conduit la politique de la nation, je ne sais même pas s'il dirige et conduit sa propre automobile. Il ne dirige ni ne conduit rien du tout. Un type tout seul décide de tout. C'est de la folie, la monarchie présidentielle. Donc, il faut changer la règle du jeu. C'est la raison pour laquelle je suis pour qu'il y ait une assemblée constituante. Je dis bien une assemblée dans la grande tradition française de la Révolution de 1789, parce que cette fois-ci, il faut abattre la monarchie présidentielle, comme on avait abattu la monarchie auparavant. Et il faut donner une garantie aux gens, j'achève là-dessus, oui, que la stabilité des institutions que nous imaginerons sera compensée par une possibilité à tout moment pour le peuple d'intervenir dans des référendums d'initiative citoyenne et surtout de chasser, s'il le décide, quelque élu que ce soit, du conseiller municipal jusqu'au président de la République par des référendums révocatoires. Je suis tout à fait d'accord, on a dit la même chose sur, évidemment, l'Europe. Je suis d'accord aussi sur le fait qu'il faudra multiplier les clauses de sortie, par exemple sur la concurrence, sur l'immigration, sur Schengen, évidemment. La Ve République a remis, à la fois par l'élection du président de la République au suffrage universel et par le référendum, l'usage de référendum, que le général de Gaulle a utilisé à de nombreuses reprises et que ses successeurs utilisent de moins en moins, et depuis 2005, il n'y a plus de référendum. Là, je suis tout à fait d'accord, il faut restaurer un usage massif du référendum. Mais le problème majeur aujourd'hui, ceux pour lesquels il n'y a plus de souveraineté populaire, on a dit l'Europe, là on est d'accord là-dessus. Mais il y a un autre sujet, qui est le gouvernement des juges. C'est-à-dire qu'au nom de l'état de droit, qui est évidemment un bon principe au départ, on a des juges qui s'appellent le Conseil constitutionnel, qui s'appellent le Conseil d'État, qui s'appellent la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'appellent la Cour de justice de l'Union européenne, qui imposent leur vision idéologique et leur politique. Quand vous voyez par exemple que le Conseil d'État a cassé une décision de réforme des allocations chômage parce qu'il estimait que ce n'était pas le bon moment, vous voyez jusqu'où ils vont dans le principe d'opportunité. Quand vous voyez que la Cour européenne des droits de l'homme a interdit à la France d'expulser un terroriste algérien parce qu'il serait martyrisé dans son pays, vous voyez de quoi il se mêle. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui reprendre le pouvoir aux juges. Et par le référendum, et par une réforme constitutionnelle, et c'est pour ça que M. Mélenchon, tout à l'heure, masticotait sur les droits de l'homme. Je ne suis pas contre les droits de l'homme, simplement, je ne veux plus que les juges se servent de la Déclaration des droits de l'homme et d'un obscur article pour imposer leur vision. Il faut que le peuple français soit souverain, qu'il décide, et que donc il ait une constitution qui lui rend possible le fait de prendre des décisions et de les voir appliquées, pas trahies. Normalement, la Ve République. Alors, à partir de là, on peut se donner des objectifs. Nous devrons sortir du plastique. Si on ne fait rien, en 2050, il y a plus de plastique que de poissons dans la Méditerranée. Sortir des glyphosates. Tout de suite, immédiatement, des pesticides qui pourrissent la vie de tout le monde. Limiter les consommations qui sont facteurs d'épidémies alimentaires, à racines alimentaires comme le diabète et comme l'obésité, comme je l'ai dit tout à l'heure.